Bonjour à tous. Nous avons un panel politique et aucune de ces personnes ne sait quelles questions je vais leur poser. Je vais les surprendre. Je vais leur poser des questions difficiles. Et mon défi, c'est qu'on va sortir de cette brève session sur l'Europe en ayant appris quelque chose qu'on ne savait pas avant. Ma première question s'adresse au Lord de Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de lords là-bas, mais celui-ci est particulièrement sympathique. Et ma question pour lui est la suivante. Aujourd'hui, Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, a démissionné. Comme vous pouvez l'entendre dans le public, comme vous l'entendez du public, Keir Starmer n'était pas considéré comme un ami d'Israël. Sous sa direction, le gouvernement britannique a été très critique envers le comportement d'Israël à Gaza. Le gouvernement israélien, il a aussi critiqué certaines de nos actions ailleurs et il a reconnu la Palestine comme un État. Maintenant qu'un nouveau Premier ministre va arriver, est-ce que les relations entre Israël et le Royaume-Uni vont s'améliorer? On m'a posé beaucoup de questions au fil des années. Je pense pouvoir donner une réponse très courte à celle-ci. Non. Je ne pense pas qu'il y ait de perspective que le Premier ministre Burnham, car il est probable que ce soit lui, adopte une approche plus pro-Israël que le Premier ministre Starmer. Maintenant, je dois révéler mes partis pris. Bien sûr, je suis le procureur général fantôme, donc je siège pour l'opposition. Et donc, vous ne vous attendriez pas à ce que je sois particulièrement élogieux envers le gouvernement, bien qu'il y ait eu en fait, et je pense qu'il y a toujours, une convention. Je ne sais pas si tu sais ça, Marc, en politique britannique, c'est typiquement britannique de ne pas trop critiquer le gouvernement quand on est à l'étranger. Je ne pense pas que les hommes politiques israéliens se considèrent liés par les mêmes conventions, mais moi j'en ai bien peur. Les impératifs politiques qui ont poussé le Premier ministre Starmer à adopter la position qu'il a prise non seulement continueront sous le Premier ministre Burnham, mais seront amplifiés sous le Premier ministre Burnham. Eh bien, merci pour la bonne nouvelle. Fiamma, l'Italie a élu il y a peu de temps une femme dont tout le monde disait qu'elle serait une amie d'Israël. Elle était la Donald Trump italienne. C'était elle qui s'opposait au politiquement correct en Europe. Elle s'est levée et a dit les choses telles qu'elles sont. Et n'est-elle pas une grande déception? Quand je regarde, j'apprends. Mélanie est une femme jeune et forte avec un passé compliqué, car en réalité, elle a vraiment fait partie du mouvement néofasciste. Ce n'est pas un mythe, tu sais, c'est vrai. Donc elle doit simplement surmonter cette partie de son passé, sans être libérale tout en restant conservatrice, mais en étant en contact avec l'autre côté de l'échiquier politique de toute l'Italie, qui, comme tu le sais, est en grande partie de gauche. Tu sais, l'Italie est vraiment divisée en deux. Et donc, tu me demandes pourquoi Mélanie a changé d'avis, pourquoi elle. Eh bien, c'est la vraie raison. Il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est parce qu'elle a perdu le référendum. Elle a perdu le référendum face à la gauche. C'était il n'y a pas longtemps. Elle a compris qu'elle devait donner quelque chose à la gauche. Où va-t-elle prendre ce qu'elle va donner à la gauche? Eh bien, du côté du Moyen-Orient, c'est le plus facile, tu sais. C'est là où tu peux prendre quelque chose et le donner à tout le monde. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu dis quelque chose de mal sur les droits de l'homme, Israël, peu importe, ça te vient tout seul. Et c'est fait. Voilà l'histoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Trump. Trump est la grande obsession des Européens, tu sais, de nos jours. Donc, elle devait être en accord avec le sentiment principal de l'Europe envers Trump. Maintenant, la situation est devenue plus compliquée. Et c'est pour cela que maintenant, tu vois les derniers s'opposer à Trump quand il a dit ce qu'il n'aurait pas dû dire, en fait. C'était vraiment une erreur qu'il ait dit que Mélanie avait supplié pour une photo avec lui. Une séance photo? Oui, pour une séance photo. Eh bien, je ne pense pas que ce soit vrai parce que j'ai en fait vu les images de ce moment-là et on ne voit pas ça. On les voit tous les deux en train de parler ensemble. Je ne sais pas comment c'est sorti. Mais en tout cas, d'abord, Mélanie devait se réunir avec la nouvelle identité de l'Europe,
qui était entièrement contre Trump. La nouvelle identité de l'Europe s'est retrouvée depuis de nombreux mois contre Trump et cette unité avec Israël contre l'Iran est dans la guerre. La guerre, c'est un mot que l'Europe ne peut jamais prononcer. Donc, c'était une façon pour Mélanie d'essayer de trouver un chemin vers l'Europe. Aujourd'hui, la situation s'est trop resserrée parce que Trump l'a vraiment attaqué directement. Donc, elle a dû réagir parce qu'elle doit préserver son image de femme forte. Et je pense que c'est tout simplement ce qu'elle a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, elle regrette un peu ce qu'elle a fait parce que c'était vraiment trop la façon dont elle l'a fait. Nous reparlerons de Mélanie, elle me semble très intéressante. La Pologne. La Pologne est un pays avec lequel on pourrait penser qu'Israël aurait une très bonne relation. Quand le centre-gauche gouverne en Pologne, comme actuellement, il suit Bruxelles et l'Union européenne et reste très critique. Votre ministre des Affaires étrangères a récemment critiqué sévèrement Israël. Mais lorsque la droite est au pouvoir en Pologne, nous nous disputons et nous nous querellons au sujet de la mémoire de l'Holocauste. Y a-t-il un espoir d'une meilleure relation avec la Pologne? Les questions n'ont clairement pas été discutées avant. C'est une question inattendue, je ne pensais pas devoir m'exprimer là-dessus. Ce n'est pas vraiment un sujet que je connais très bien. L'alignement que l'on observe dans la politique de gauche en général semble similaire sur tout le continent. Et c'est celui des progressistes qui s'allient avec les forces islamistes pour la simple raison d'obtenir le vote communautaire. C'est donc un schéma très clair qui se répète encore et encore. Au Royaume-Uni, le Parti vert, Zach Polanski, qui est juif, est ironiquement allié à Mott, Ali et d'autres radicaux. Nous le voyons avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, ainsi que l'alliance avec lui, Bali Bagayoko et toute une série d'autres, Rima Hassan bien sûr, la députée palestinienne au Parlement européen. Nous le voyons en Espagne, où les socialistes s'alignent avec des forces islamistes radicales. Et nous voyons cette tendance du tiers-mondisme dans des pays qui n'ont pas encore été touchés par la migration de masse, mais qui ont tendance à copier et à imiter tout ce qui est meilleur, plus brillant en Occident. Et nous voyons ce schéma, dans une certaine mesure, en Europe centrale et orientale. Je veux dire, même dans un pays aussi inattendu que la Slovénie, par exemple, jusqu'à récemment, le drapeau palestinien flottait devant la chancellerie du Premier ministre avant que Yanis Janša ne prenne ses fonctions il y a environ 2 semaines. Et avant même qu'il n'entre en fonction, il a été retiré par le Premier ministre sortant. Mais donc, vous voyez cette étrange alliance se répéter encore, et ce n'est qu'un reflet des changements démographiques de l'Europe et du continent européen, et d'un apaisement d'un vote musulman de plus en plus fort, de plus en plus vocal, et malheureusement de plus en plus organisé. Alors parlons de l'Angleterre, car peut-être qu'un vote musulman y est aussi légèrement pertinent. Il y a aussi eu un retour de bâton, et nous avons vu le Parti conservateur que vous représentez, qui est le plus grand parti de centre-droit au Parlement britannique. Mais lors des derniers sondages et élections locales, la droite populiste vous a éclipsé. Certaines personnes à la BBC pourraient même dire la droite radicale. En tant que conservateur, pensez-vous que les Juifs doivent craindre la droite radicale populiste en Grande-Bretagne? Y a-t-il aussi des éléments antisémites là-bas? Je pense que toute personne ayant une connaissance de l'histoire juive doit reconnaître qu'il existe des éléments antisémites dans tout le spectre politique. Je pense qu'il est totalement naïf de dire que l'antisémitisme est confiné à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Bien sûr, historiquement, nous nous inquiétions beaucoup plus de l'extrême droite. J'ai prononcé un discours la semaine dernière au Parlement et j'ai dit que trop de gens, surtout au Royaume-Uni, s'inquiètent encore ou se concentrent sur l'extrême droite, alors qu'en réalité, la menace bien plus grande pour la vie juive au Royaume-Uni aujourd'hui, et j'en parlerai demain. Petite parenthèse pour mon discours, elle vient de cette alliance impie, l'alliance rouge-verte de l'extrême gauche et des islamistes. Mais il y a des éléments dans tout le spectre politique. Ce que je dirais, c'est qu'il ne fait aucun doute que certains dirigeants, et bien sûr, j'ai un faible pour Kemi Badenoch, mais je pense qu'elle a pris position de façon constante, fièrement et publiquement en faveur d'Israël.
Ce qui m'inquiète de plus en plus, en reprenant certains points évoqués ici, c'est que dans trop de pays européens, non seulement il n'y a aucun avantage électoral à défendre les Juifs, mais on risque d'arriver à une situation où défendre les Juifs pourrait vous coûter des voix. Et c'est cela qui m'inquiète beaucoup. Encore une réponse optimiste de notre ami britannique. Fiam. Nous avons entendu parler de l'alliance de la gauche verte et de la gauche, dont l'anti-israélisme est presque institutionnalisé en Europe. Mais soyons francs, si Mélanie n'est pas pro-Israël, Israël, avons-nous aussi perdu le centre droit européen? Vous savez, c'est une situation très incertaine. L'obsession de l'Europe en ce moment, c'est Poutine, bien plus que toute autre chose. Alors ils essaient de trouver la force de résister à cette situation et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ne trouvent pas, non, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas l'argent, ils ne trouvent pas l'organisation, ils ne trouvent pas le moyen. Et en même temps, l'antisémitisme augmente terriblement. S'il vous plaît, soyez simplement conscients de ce qui se passe en Europe. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui où l'antisémitisme n'est pas ressenti comme un élément terrorisant dans la société, en politique, partout. Donc, vous avez tout à fait raison quand vous dites que cela peut devenir un élément aussi bien pour la gauche que pour la droite. Et vous voyez cela aux États-Unis, où cela s'est déjà produit de cette manière, vous savez. C'est ce qui peut arriver et ce qui se passe aussi en Europe. Et nous devons faire très attention à un point qui est une obsession pour l'Union européenne et qui peut être reprise à nouveau. Et c'est la haine des Juifs qui devient la haine d'Israël. C'est précisément cela le problème. C'est la haine du sionisme qui est en réalité la haine des Juifs que nous avons déjà vu tant de fois en Europe et de façon si terrible, si terrible. Elle s'exprime très souvent dans une Union européenne hostile, dans un Conseil européen hostile, dont j'ai été membre pendant 5 ans. Et vous savez, de nos jours, cela prend la forme du déni. Oui, c'est ça, j'ai terminé. Du déni du droit du peuple juif à exister dans ses propres frontières. Et puis, il y a une fixation sur la Judée et la Samarie qui revient de plus en plus. Et nous devons être très attentifs à ce point. Il répète 2 États pour 2 peuples. Mais en réalité, il signifie que vous êtes des colonialistes qui ne devraient pas rester. Je ne t'ai laissé dépasser le temps imparti que parce que tu es gentille et parce que tu es une femme. Je vais terminer. Je vais terminer sur une note optimiste, pour reprendre là où Lord Watson s'est arrêté. Je pense vraiment qu'il y a de nombreuses raisons d'espérer, et je pense qu'une grande partie de la droite populiste européenne s'inspire d'Israël et de la façon dont Israël résiste à la menace islamiste. Nous le voyons à travers tout le continent. Nous voyons avec le Rassemblement national et Jordan Bardella cette jeune génération de patriotes français qui résistent à la menace djihadiste en France. Nous le voyons avec Geert Wilders et son parti PVV aux Pays-Bas qui soutiennent fermement Israël et s'inspirent des tactiques d'Israël contre les djihadistes et les terroristes islamistes. Nous le voyons avec Vox en Espagne, avec Hermann Tirsch, Santiago Abascal et Jorge Bujade. Nous le voyons avec les démocrates suédois dirigés par Jimmy Åkesson. Ce sont tous des personnes qui sont amies d'Israël, qui sont inspirées par Israël et par les histoires de résilience d'Israël. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amis au sein de la droite populiste européenne pour le peuple d'Israël. Merci beaucoup, Stéphane. Et je vais conclure en disant que l'Europe a parfois été un endroit difficile pour les Juifs. Parfois, cela a été un endroit plus agréable et plus accueillant pour les Juifs. Et il est clair que nous traversons une période difficile, mais ces choses sont cycliques. Et ça ira mieux. Ce qui compte, c'est combien de temps cela prendra. Je nous remercie tous.